Aujourd'hui, on va parler de l'une des attaques les plus connues en sécurité informatique. C'est la méthode brute force. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ce qu'est précisément cette méthode, si elle marche réellement ou pas dans la pratique, 5 façons de l'améliorer pour augmenter par 10, par 100 ou même par 1 milliard ses performances, et les différents moyens employés par les pintesters pour s'en protéger. À la fin, vous saurez absolument tout sur cette attaque. C'est vraiment une des choses de base que vous apprendrez en cybersécurité et que vous devrez maîtriser. Mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Commençons par une explication rapide et efficace. Imaginez que vous avez un code à 4 chiffres à remplir pour entrer dans votre bâtiment, mais que malheureusement vous ne connaissez pas ce code. Comment faites-vous? Si vous n'êtes pas très malin, vous vous dites « Ok, je n'y arrive pas, donc je dors dans la rue et l'histoire s'arrête là ». En revanche, si vous prenez le temps d'y réfléchir un peu, vous vous dites « Ok, je ne connais pas le code, mais je vois qu'il n'y a que 4 chiffres possibles dans ce code, entre 0000 et 9999. Il n'y a donc que 10 000 combinaisons en tout. Donc normalement, le code devrait se situer dans ces 10 000 combinaisons, et je devrais sûrement le trouver sans aucun problème si j'essaye toutes les combinaisons possibles. Eh bien, l'attaque par brute force, c'est exactement ça, vous essayez juste toutes les combinaisons possibles du code. Pour trouver un mot de passe ou une clé de chiffrement, c'est exactement la même chose, on teste tous les mots de passe ou toutes les clés possibles sur la page de connexion. Par exemple AAA, AAB, AAC, AAD, etc. etc. Sauf que là, il y a deux différences avec le code à 4 chiffres. On a d'abord toutes les lettres de l'alphabet, minuscules plus majuscules, plus les chiffres à tester et les caractères spéciaux, soit on va dire 70 caractères différents. Et de plus, on ne connaît pas la longueur du mot de passe. Ça peut être 4 comme pour le premier code, mais aussi 7, 9, ou même 19 caractères. Ça dépend essentiellement de l'utilisateur. Bien évidemment, on ne va pas tester tout ça à la main, même si théoriquement c'est possible, c'est une machine qui va faire ça. Pourquoi? Car 10 000 combinaisons à la main si on n'a rien à faire de sa vie, c'est déjà pas mal, ça peut prendre quelques jours en faisant le calcul, mais on verra qu'avec les mots de passe, il y a beaucoup plus de combinaisons possibles. L'intérêt d'une machine, c'est qu'elle peut tester les combinaisons à vitesse grand V des milliards de fois plus vite qu'un être humain. Du coup, la question qu'on se pose, c'est l'attaque est-elle possible? Si oui, comment un attaquant pourra-t-il l'organiser? On va donc imaginer que le pirate est sur la page de login, et pour pouvoir essayer un mot de passe, il devra l'envoyer au serveur par le biais d'une requête HTTP ou HTTPS, et attendre que le serveur l'examine et renvoie la réponse. Et tout ça, cela peut se faire à l'aide d'un logiciel automatique, plutôt que de le faire à la main à chaque fois. Le problème, c'est que le pentester, il est limité par sa connexion internet, il ne peut pas envoyer tant de requêtes que ça. Moi, de mon côté, je n'arrive pas à dépasser 200 requêtes par seconde. Après, j'ai une connexion un peu nulle, donc c'est normal. Ici, on va dire qu'on est sympa, qu'on a une bonne connexion, et qu'on peut faire 1000 requêtes par seconde. Je vous propose de voir si on peut trouver le mot de passe selon le nombre de caractères qu'il possède. Ici, si le mot de passe fait 1 caractère, ça fait 70 combinaisons, soit moins d'une seconde de temps d'essai. C'est quasiment instantané pour essayer toutes les combinaisons. Après, personne n'a de mot de passe d'un caractère. Si le mot de passe fait 2 caractères, ça fait 70 x 70, soit 4900 combinaisons, et donc 5 secondes de temps d'essai environ. Si le mot de passe fait 3 caractères, ça fait 343 000 combinaisons, soit environ 5 minutes. S'il en fait 4, ça fait 24 millions de combinaisons, soit environ 6 heures d'essai. S'il en fait 5, ça fait environ 170 millions de combinaisons, soit 20 jours d'essai déjà. Si le mot de passe fait 7 caractères, ça fait 700 ans, et s'il en fait 10, ça fait 200 millions d'années. Et ainsi de suite, ça croît exponentiellement. Vous voyez que si vous avez déjà un mot de passe de 7 caractères, une attaque par brute force n'est pas envisageable, à moins que vous ayez plusieurs milliers d'ordinateurs, une énorme bande passante, et surtout que le serveur attaqué puisse supporter la charge, sinon ça fait une attaque DDoS, où on submerge le site de requête pour le faire couler. Sauf que là, ce n'était même pas l'objectif de l'attaquant. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est pour les attaques en ligne, qui sont limitées par notre bande passante. Concernant les attaques hors ligne, comme par exemple un mot de passe de session Windows ou des fichiers protégés par un mot de passe, vous n'êtes plus limité par votre connexion internet, car tout est en local dans votre ordinateur. Vous pouvez donc tester les mots de passe beaucoup plus vite. Mais avant de continuer, certains d'entre vous se posent peut-être une petite question. Si le mot de passe est hors ligne, donc dans la machine, il doit être stocké quelque part, non? Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le récupérer directement s'il est stocké en local? Eh bien la réponse est oui et non. En fait, il est bien stocké quelque part. Par exemple, le mot de passe Windows est stocké quelque part. Son emplacement c'est C Windows system32 config SAM et sous Linux c'est etc shadow. Mais là on va parler de Windows. Et si on clique dessus, on voit qu'il n'y a que du charabia.
mais aucun mot de passe apparent. Que s'est-il passé? En fait, ce charabia, on appelle ça un hash. C'est une chaîne de caractères qui est générée à partir du mot de passe, grâce à un algorithme. La particularité de cette chaîne de caractères, c'est qu'il est impossible à renverser. Cela veut dire qu'on ne peut pas passer de la chaîne vers le mot de passe initial. Et du coup, avec le hash, on ne pourra pas obtenir le mot de passe. C'est en fait un mécanisme de sécurité pour faire en sorte que le mot de passe ne soit pas en clair. Et au moment du login, pour vérifier si on a rentré le bon mot de passe, on compare le hash du mot de passe rentré avec le hash du bon mot de passe. Si ce sont les mêmes, alors le mot de passe est le bon, sinon il n'est pas le bon. Comme on n'a pas le mot de passe mais uniquement le hash, la seule façon de retrouver le mot de passe, ce sera tout simplement d'essayer toutes les combinaisons du mot de passe possibles, les hasher, et voir si le hash correspond au hash du mot de passe. C'est l'attaque par brute force avec les hashes. J'ai fait une vidéo sur les hashes en sécurité informatique, je la mettrai en description, vous pourrez la visionner après la fin de la vidéo. Et calculer un hash, ça peut aller très vite, cela dépend de la puissance du processeur et du type de hash. Mais certains algorithmes de hachage sont quand même plus rapides à calculer que d'autres. Voici mes résultats avec les hashes les plus connus. Par exemple, avec l'algorithme de hash MD5 le plus connu, je trouve avec mon processeur 300 millions de hashes par seconde. Avec NTLM, qui est plutôt une combinaison de hashes qui est utilisée pour stocker les mots de passe de certaines versions Windows, j'obtiens 170 millions de hashes par seconde. Pour SHA-1, j'obtiens 66 millions, SHA-2 40 millions, SHA-2 HMAC 1 million, c'est utilisé pour stocker les mots de passe sous Linux, et pour finir, Bcrypt, j'obtiens 1700. Cet algorithme est spécialement conçu pour être lent, et donc diminuer la probabilité de trouver les mots de passe, car on teste beaucoup moins de combinaisons. Ce sont les algorithmes de hachage que vous verrez très souvent en sécurité informatique. Et on voit que ces chiffres-là sont beaucoup plus gros qu'avec des attaques en ligne. De plus, mon PC n'est même pas très puissant, et en plus je suis dans une machine virtuelle, donc c'est encore pire. Et en fait, avec un bon processeur et une bonne carte graphique, comme par exemple une RTX 2080 Ti, on peut calculer plus de 100 milliards de hashes par seconde en MD5. Donc si je retourne à mon tableau d'avant et que je remplace les 1000 requêtes par seconde par les 100 milliards par seconde de la RTX 2080 Ti, le mot de passe de 6 caractères se fait balayer en moins d'une seconde avec une telle vitesse. Ceux de 7 tiennent 1 minute, ceux de 8 tiennent un peu plus d'1 heure, ceux de 9 tiennent 3 jours, et ceux de 10 tiennent 7 mois. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus intéressant pour un pirate, à condition que ce soit une attaque hors ligne et que l'attaquant ait assez de puissance. De plus, n'oubliez pas qu'il est possible de combiner les cartes graphiques pour aller beaucoup plus vite. Par exemple, en combinant 1000 cartes graphiques RTX 2080 Ti, les mots de passe de 10 caractères tombent en seulement 5 heures. Et s'il était possible d'aller encore plus vite? En fait, les attaques que je vous ai montrées sont très peu optimisées. Et ça à cause de deux choses. Donc pour comprendre ça, j'aimerais vous poser une question. Quel est le mot de passe qui a la plus grande probabilité d'être le bon? Est-ce que c'est password 123 ou pipe dièse underscore eet.az pipe i? Je pense que vous avez très vite trouvé la réponse, c'est bien password 123. Et plus généralement, la plupart des gens utilisent des mots de passe dans ce genre. Au début, il y a un mot avec le premier caractère en majuscule, puis un nombre, comme 0, 1 ou 9 la plupart du temps, et parfois un symbole. Par exemple, test 10 étoiles. Et à partir de ça, ainsi que des listes de mots de passe fuités sur des sites piratés, on arrive à classer les mots de passe qui ont le plus de chances d'être utilisés. Et on commence par les plus probables. Du coup, au lieu de commencer par A, B, C, D, etc., on commence directement par les meilleurs mots de passe. Donc password, puis 1, 3, 4, 5, 6, etc. Et à partir de là, on essaye les mots de passe les plus probables. Voici par exemple une liste des 50 mots de passe les plus utilisés sur Internet. Et grâce à cette méthode, il est possible de casser un bon tiers, voire la moitié des mots de passe, en un temps raisonnable, si c'est une attaque hors ligne. Encore mieux, si on connaît le nom d'utilisateur de la personne, on peut personnaliser le classement. Par exemple, si votre nom c'est Toto, on aura tendance à essayer Toto avec un grand T. Toto 1, Toto étoile, Toto tout en majuscule, etc. En fait, la seule façon de se prémunir complètement de cette variante, c'est de prendre un mot de passe qui est vraiment aléatoire. Comme par exemple xtpje underscore ze pipe ai, grâce à un générateur aléatoire sécurisé. On peut encore améliorer l'attaque. Imaginez qu'au lieu de calculer tous les hashes avec votre ordinateur, ça soit quelqu'un d'autre qui l'ait déjà fait avant. Et ce quelqu'un d'autre, il vous donne tous les hashes déjà calculés dans une table. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de voir si le hash du mot de passe est dans la table et de récupérer le mot de passe correspondant, ce qui est beaucoup plus rapide que de tout recalculer. Ainsi, le mot de passe est très vite trouvé. Le problème, c'est que des tables comme ça, c'est hyper lourd à stocker, mais c'est beaucoup plus rapide en échange.
Par exemple, un hash MD5, c'est 40 octets de stockage, et chaque caractère du mot de passe fait 1 octet. Donc un mot de passe de 10 caractères et son hash fera environ 50 octets en tout. Sur un disque dur de 1 teraoctet, soit 1000 milliards d'octets, on ne pourra donc stocker que 20 milliards de mots de passe en tout, soit juste assez pour stocker tous les mots de passe jusqu'à 6 caractères, ainsi que leur hash, ce qui n'est pas suffisant. Je pense que la plupart d'entre vous utilisent des mots de passe d'au moins 7, 8 ou 10 caractères minimum. Et pour stocker des mots de passe de 7 caractères, ça augmente exponentiellement. Il faudra malheureusement 70 disques durs de 1 Tera, comme ceci. On va encore améliorer notre attaque. D'un côté, on calcule tous les mots de passe, ce qui prend beaucoup de temps. Et de l'autre côté, on ne calcule pas les mots de passe, mais on prend une table avec les mots de passe déjà calculés, ce qui prend beaucoup d'espace. Et si je vous disais qu'il y avait un très bon compromis entre les deux, ce sont ce qu'on appelle les tables arc-en-ciel. Elles stockent une partie des hashes, mais pas tous, et en contrepartie, le temps de calcul est beaucoup plus faible. Je mettrai un lien dans la description si vous voulez savoir exactement comment ça marche. C'est légèrement plus complexe, mais c'est beaucoup plus efficace en termes de temps et de stockage. Par exemple, grâce à certaines tables arc-en-ciel payantes qui font entre 100 et 500 Go, il sera possible de trouver un mot de passe Windows jusqu'à 12 caractères, voire même plus. Ok, c'est bien tout ça, mais quelles sont les protections contre l'attaque par brute force? Alors déjà, il faut savoir que si le temps à disposition qu'on a est infini, alors tous les mots de passe vont tomber éventuellement un jour ou l'autre. L'objectif en fait, c'est de faire en sorte pour que l'attaque prenne tellement de temps pour que l'attaquant se décourage et arrête. Il ne va pas attendre 7 milliards d'années de trouver le mot de passe. Il y a en général 3 protections qui sont déployées pour contenir l'attaque par brute force. Mais ces protections ne marchent que sur des attaques en ligne, donc sur des sites internet, et de façon très limitée sur des attaques hors ligne. La première est tout simplement le blocage par adresse IP pendant X temps, après Y tentatives ratées, ça marche plutôt bien, l'attaquant il n'a pas non plus des milliards d'IP à sa disposition. En deuxième, on oblige l'utilisateur à créer un mot de passe d'au moins 8 caractères, avec des symboles, chiffres et des lettres en majuscules pour déjouer tout espoir de brute force, ce qui marche plutôt bien. Et en dernier, on utilise les CAPTCHA. Ce sont des petits programmes qui vous demandent d'effectuer une tâche que seul un humain peut faire et pas une machine, comme par exemple reconnaître un objet sur une image ou des lettres. Ce type de problème est extrêmement difficile pour un ordinateur, et à part utiliser des algorithmes de deep learning, et encore ça reste assez limité, ce n'est pas possible. L'idée c'est juste de s'assurer que c'est bien un humain qui se connecte, et non une machine qui essaie de plein de mots de passe d'un coup. Il y a également plein de méthodes comme la double authentification, mais on ne la verra pas ici, sinon la vidéo sera un peu trop longue. Pour conclure, je dirais que l'attaque par brute force marche dans pas mal de cas, notamment dans les attaques hors ligne. Mais à part si vous avez une chance immense, dans une attaque en ligne, ça ne marchera pas. Surtout vu le nombre de protections sur les sites internet en général. Mais ne vous inquiétez pas, il existe d'autres attaques en cybersécurité qu'on verra dans les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, vous pouvez vous abonner à la lettre du hacker où je vous envoie par mail 1 à 3 fois par semaine des conseils pour apprendre la sécurité informatique, ainsi que du contenu confidentiel sur la cybersécurité que je ne poste pas sur YouTube pour des raisons évidentes. Le lien est dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter et d'appuyer sur la cloche pour être sûr de ne rien rater. Ça ne vous coûte rien et c'est vraiment le meilleur moyen d'aider la chaîne pour me pousser à faire plus de contenu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la cybersécurité.